Et après, autant je ne crois vraiment pas à la théorie du ruissellement en économie, autant je pense que dans la vulgarisation, ça fonctionne. Il y a des gens qui s'appuient sur mon contenu pour faire des choses mieux vulgarisées, plus courtes, plus illustrées. Et des fois d'ailleurs qui me demandent de relire ou qui me posent des questions. Et donc il y a vraiment un écosystème de la vulgarisation où il y a des gens qui se placent à différents niveaux. Et clairement, dans le public, il y a des besoins qui sont très différents aussi. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour leur permettre de partager avec vous leur parcours exceptionnel dans la vente, l'entrepreneuriat ou encore la transition énergétique. Je suis ravi d'accueillir dans ce 17e épisode Rodolphe Meyer, alias Le Réveilleur, producteur de la chaîne YouTube aux plus de 150 000 abonnés, une chaîne de vulgarisation scientifique où l'on parle énergie et transition énergétique. Avec Rodolphe, nous avons décortiqué son parcours qui l'a mené à la fin de son doctorat à devenir créateur de contenu. On a parlé de ses motivations, de ses sources de revenus actuelles pour pouvoir vivre de son activité. Évidemment, nous avons abordé le sujet du réchauffement climatique, sujet qui porte aujourd'hui sa motivation à produire du contenu de qualité. Mais nous avons échangé aussi ouvertement sur l'économie qu'est YouTube et la création de contenu. Et nous avons parlé de ses ambitions pour l'avenir. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, m'encourager et donc pouvoir continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et à laisser votre avis. Je vous laisse en compagnie de Rodolphe dans ce nouvel épisode de System Sales. Avant de démarrer cet épisode, je voudrais te parler d'une solution innovante que j'ai découverte pour générer des propositions commerciales très rapidement, complètement interactive, dynamique et beaucoup plus encourageante vis-à-vis de tes clients qu'un simple PDF. Comme toi, avant, je passais des heures à produire, corriger et envoyer des propositions au format PDF, à les envoyer en pièce jointe d'un email. Cela créait de la frustration de chaque côté, de la part du client qui attendait la dernière minute pour recevoir les informations voulues, de l'angoisse de mon côté car je ne savais jamais comment le support était reçu et perçu une fois le document envoyé. J'ai longtemps cherché un outil qui me permettrait de basculer d'un PDF sans vie en un espace collaboratif entre moi et mes clients, mais aussi entre moi et mes équipes. Aujourd'hui, tout cela est rendu possible grâce à pan.app, un outil qui va te permettre d'organiser un storytelling poussé et personnalisé pour tes prospects avec des propositions au format web. Si cet outil t'intéresse, je te mets un lien dans le descriptif de l'épisode. Grâce à ce lien, tu auras de ma part 2 mois offerts sur ta licence annuelle. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Ravi de t'accueillir dans cet épisode de System Sales. Rodolphe Meyer, alias Le Réveilleur, avec une chaîne YouTube à plus de 150 000 abonnés aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs ? Bien sûr, donc je m'appelle Rodolphe et j'ai fait une école d'ingénieur. Après, j'ai fait un doctorat et en parallèle de ce doctorat, j'ai décidé de faire une chaîne de vulgarisation sur les enjeux environnementaux, notamment le changement climatique et l'énergie. Je pense qu'on en reparlera. Et en fait, depuis la fin de mon doctorat, maintenant, c'est mon activité principale. Donc, je fais de la vulgarisation scientifique sur ces grands enjeux environnementaux. D'accord, ok. Et ton doctorat, c'était quoi ton sujet de spécialité ? Alors, mon doctorat, en fait, ça s'est passé à un moment où j'ai un peu pris conscience de ces problèmes environnementaux et je voulais le faire dans les sciences environnementales au sens large. Et je l'ai fait en particulier dans une méthode d'évaluation qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Et c'est une méthode d'évaluation qui, euh, qui quantifie les impacts environnementaux d'un produit. En fait, si on regardait que le CO2, ça serait une forme de bilan carbone, mais l'ACV, l'analyse du cycle de vie, il va vraiment regarder plein d'impacts environnementaux différents. Et en fait, on appelle ça l'analyse du cycle de vie parce qu'on va, si on étudie un service ou un produit, on va de la production de ce service, de l'extraction des matériaux, de sa production, du transport du bien, jusqu'à la fin de vie, que ce soit du recyclage, de la mise en décharge ou de l'incinération. Et donc, on va vraiment regarder tous les flux de matériaux, d'énergie de l'environnement vers les sociétés humaines et des sociétés humaines vers l'environnement pour un produit, ce qui va permettre de comprendre bien les impacts de ce produit et potentiellement de le comparer avec un autre produit. On peut voir, par exemple, est-ce qu'il vaut mieux mettre 1 litre de coca dans une bouteille en verre ou dans une bouteille en plastique. Et ben, l'analyse du cycle de vie, ça permet de comparer ces deux produits sur tous les impacts environnementaux qu'on arrive à quantifier. Et moi, dans ce truc-là, mon doctorat, c'était d'essayer d'intégrer dans cette méthode qui essaye de tout prendre en compte, d'essayer d'intégrer
les impacts du bruit des transports routiers sur la santé humaine. Donc c'était vraiment un tout petit bout à essayer de rajouter à cet édifice, sachant que c'était pas évident parce que c'est une approche qui évidemment fonctionne plutôt en moyenne, quoi, qui est une approche statistique. Et le bruit, c'est quand même quelque chose qui est très localisé dans le temps et dans l'espace. Donc on est un peu à la limite de ce que ce type d'approche peut faire. Ok. Et en regardant un peu ton parcours sur LinkedIn, je vois aussi, en plus de ton doctorat, enfin, je vois quelque chose qui est intitulé Doctor of Philosophy, PhD Environmental Science. C'est ça dont tu nous parles en fait. C'est Ouais, c'est le. c'est le doctorat, ouais. Ok, ok, PhD. ok, d'accord. Et pourquoi Doctor of Philosophy? Ça veut dire. C'est une bonne question. C'est comme ça. En fait, un PhD, un doctorat en anglais, c'est Doctor of Philosophy. C'est le nom du titre, en fait. Ah ouais, C'est d'accord. ça, Ok. doctorat. Ouais. Bon, bah voilà, c'était le sujet de l'épisode, on arrête là. Merci pour cette réponse. Non, je plaisante. Aujourd'hui, dans l'épisode, Rodolphe, on a échangé un petit peu pour préparer. On a dit qu'on n'allait pas s'orienter évidemment sur des sujets liés à ton domaine de prédilection et rentrer dans le détail scientifique de tout ça. Moi, j'avais décidé de t'interviewer parce que je trouvais ton parcours de créateur de contenu très atypique. Assez successful et j'avais envie justement qu'on échange un petit peu autour de ça. Surtout au vu de là où tu viens, du domaine scientifique. Donc, c'est pas assez. Enfin, pourquoi tu as décidé justement comment ça t'est venu cette idée de te lancer dans la création de contenu, justement? Et pourquoi YouTube? Alors, ça va être un peu long. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Déjà, ce qui s'est passé, c'est que donc moi, j'ai fait un lycée scientifique. Ensuite, j'ai fait une prépa pour intégrer une école d'ingénieur. J'ai intégré une grande école d'ingénieur, le SPCI, qui est une école assez haut dans les classements. Et du coup, c'est une école qui reste assez généraliste. Donc, après la prépa en 2 ans, c'est en 4 ans. Donc, on sort avec un bac plus 6, mais qui reste généraliste du point de vue des champs scientifiques. On fait de l'optique, de l'électromag, de la chimie organique, de la chimie inorganique, un peu de physiologie, etc. Mais on fait que des sciences. Pas de management, pas d'économie, vraiment que des sciences. Et c'est une école qui a des petites promos. Aujourd'hui, ça doit être une centaine d'individus et qui oriente vraiment vers la recherche et développement, plutôt dans le privé. Et donc moi, j'ai fait cette école-là et c'est la réputation de l'école, c'est d'être une de celles où on travaille le plus après la prépa. Et donc c'est quand même assez intense d'un point de vue scientifique. Et j'en ai fini, ça m'a, on va dire, un peu dégoûté des sciences. Donc j'en avais un peu ras-le-bol. Et en troisième année, on devait faire un stage de fin d'études de 6 mois et je l'ai fait dans les brevets, donc dans la propriété intellectuelle. Je pense que tu vois ce que c'est, les brevets. Parce que ça me permettait, en fait, si je travaillais sur des brevets techniques, de valoriser ma grande culture scientifique parce qu'on touche un peu à tous les champs et de sortir d'une école qui me destinait vraiment à la science. Et en fait, là, il s'est passé un truc assez marrant, c'est que je devais faire une quatrième année parce que l'école était en 4 ans. Et j'ai demandé dans le cabinet de brevet où j'avais fait mon stage de fin d'études, parce que j'imaginais vraiment travailler là-dedans, hein, je leur ai demandé, voilà, est-ce que c'est utile que je me forme en quatrième année dans les brevets? Et ils m'ont dit non, vaut mieux faire une formation continue. Et du coup, j'ai fait une quatrième année un peu pour le plaisir, en Erasmus en Norvège, pour des raisons aussi un peu personnelles, pour partir un peu de Paris où j'étais très pris dans la vie associative. Et puis, par curiosité, je l'ai fait dans les champs environnementaux parce que c'est un sujet qui m'intéressait, mais que je connaissais très très peu, hein. Pour moi, à l'époque, le changement climatique, c'était plus ou moins quelque chose de naturel, où les activités humaines ne faisaient que l'accélérer, puis c'était pas très grave, on s'adapterait. Enfin, c'était vraiment mon niveau de compréhension. Ce qui n'était pas très surprenant parce qu'on parle quand même ici je dirais, 2013-2014. Donc c'est quand même, ces sujets étaient quand même moins présents, ils étaient moins discutés, hein. On a l'impression qu'on n'en fait pas assez, etc. Mais si on retourne dans le passé, c'était encore pire, hein. Et donc voilà, je me retrouve à faire une année supplémentaire en Erasmus, en NTNU, dans ces champs environnementaux. Et là, vraiment, je me mange dans la tronche ces grands problèmes environnementaux, la réalité du changement climatique, de la perte de la biodiversité et tout ce qu'on connaît là-dessus dans le champ universitaire. Moi je ne suis pas du tout passé par le milieu associatif ou politique dans ma sensibilisation. J'ai été sensibilisé directement par les études scientifiques qui tapent fort, il faut le dire, hein. C'est grave aujourd'hui la situation d'un point de vue scientifique. Et du coup, ça a été un peu un choc et je me suis retrouvé à me dire, pendant cette année-là, à me documenter aussi pas mal à côté et à me dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, à l'époque, vu que j'avais fait une école qui était très scientifique et qui destinait à faire de la recherche, je me suis dit que la meilleure manière d'apporter ma pierre à l'édifice,
c'était de faire de la recherche dans ce champ environnemental. Et donc, j'ai fait un doctorat dans l'analyse du cycle de vie. Donc, vraiment, cette année-là, ça a fait un changement dans ma carrière, quoi. Je suis passé des brevets à, à de la recherche dans les sciences de l'environnement. Est-ce que, je t'interromps, est-ce que le fait d'avoir été en Norvège, un pays scandinave très sensible à tous les sujets liés à la nature, justement, est-ce que ça a joué, ça a impacté ta prise de conscience là-dessus? Je pense déjà pour une raison simple, c'est que en fait les cours que j'ai suivis en Erasmus, je suis presque sûr qu'il n'y avait pas d'équivalent à l'époque en France et je suis pas sûr qu'il y en ait aujourd'hui. Donc déjà rien que pour la formation universitaire, c'était dans un master en fait, j'ai pris mes années dans un master qui s'appelait Industrial Ecology, donc écologie industrielle. Et dedans, il y avait des questions d'écotoxicité, des questions de limites planétaires, de changement climatique, d'énergie renouvelable, tout ça. Et en fait, à l'époque, c'était quand même peu présent, même dans le champ universitaire et académique en France. Et Et puis après, c'est vrai que... c'est toujours le cas maintenant Alors moi, je sais pas parce que Ouais. je suis pas toutes les écoles. Je sais que vu qu'il y a de plus en plus de demandes des élèves, ça se développe en France. Après, je saurais pas dire quels sont les cursus les plus développés ou où se diriger en France. Ça honnêtement, je sais pas. Mais après, c'est vrai qu'il y a aussi une culture en Norvège, hein. Ils ont énormément d'argent avec l'exploitation pétrolière et tout, ça revient souvent. Mais cet argent-là, ils auraient pu construire un Dubaï au milieu de la glace et c'est pas le choix qu'ils ont fait. Dans la culture norvégienne, le week-end, ils vont en cabine, donc dans des endroits paumés dans la montagne où ils n'ont pas l'eau et pas l'électricité. Ils vont chercher l'eau au ruisseau, ils se chauffent au bois. Et donc, ils ont un rapport à la nature qui est quand même très différent euh, de ce qu'on a même nous, hein. Et puis une large partie de leur territoire n'a pas du tout été touchée par l'homme, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce rapport à la nature qui a joué un petit peu. Et là où ça a été dur, ça a été plutôt le retour, parce qu'en fait après j'ai fait mon doctorat au Luxembourg, où il n'y a pas du tout ce rapport à l'environnement, mais vraiment pas du tout. Le Luxembourg, il y a plus de voitures dans ce pays d'enregistrées que de permis de conduire. Donc il y a l'inverse, quoi. Il y a une Ah, culture c'est le grand de la écart. consommation, et là, ça a été très très dur. C'est plutôt vu que je me suis sensibilisé dans une culture qui était sensible à ça, ça s'est fait facilement. Et puis le retour de bâton, ça a plutôt été de revenir dans un pays européen qui a moins cette sensibilité, on va dire, pour être gentil. Et donc, le début du doctorat, ça a été très dur aussi pour ça, parce que je me suis mangé un peu un choc culturel où j'avais cette volonté d'agir pour les sciences de l'environnement, pour l'environnement, d'essayer d'améliorer les choses, et que j'étais dans un cadre qui le permettait un peu difficilement. Et après les doctorats, c'est des expériences un peu particulières, hein, chacun a la sienne. Et moi, je travaillais sur un sujet où j'avais pas trop de collègues dans le monde qui travaillaient là-dessus, donc j'étais assez isolé. Je me sentais honnêtement complètement inutile. Et du coup, ça a été une période qui a été assez dure personnellement. Et en fait, j'ai commencé à songer à faire la vulgarisation pour me donner, pour me donner l'impression d'être utile. Euh, et en fait, il s'est passé plusieurs choses. La première chose, c'est effectivement que ça me... bon, la première chose, c'est plutôt que d'être dans le champ universitaire, de faire des recherches, de lire des papiers et tout, je me suis rapidement rendu compte que ces problèmes environnementaux, on les connaissait bien, hein. Quand j'ai commencé mon doctorat en 2000, en 2014, en 2015, en 2015, je pense. Quand j'ai commencé mon doctorat en 2015, attendez, je dis... Non, 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 pardon. En 2014, j'ai commencé mon doctorat en 2014, j'ai commencé la chaîne en 2015. Quand j'ai commencé mon doctorat, donc en 2014, c'était déjà très clair que les activités humaines causaient le changement climatique, que c'était principalement le CO2, que le CO2 c'était combustion de ressources fossiles, et on savait déjà ce qu'il fallait faire. Mais par contre, ça existait quasiment pas dans le discours politique, dans le discours public, et en fait, il y avait un énorme gap entre ce que nous on savait dans le champ scientifique et ce qui était connu par le grand public. Et donc c'est pour ça que L'accord de Paris, ça date rappelle-moi, c'est quand? l'accord de Paris, ça doit être. Alors j'étais déjà en doctorat, donc c'est la COP 21 et la COP 21. 2015. Voilà. Ouais, donc tu dis, ouais, ça arrive en fait. 2014, tu lances ton doctorat. 2015, tu lances ta chaîne YouTube. 2015, accord de Paris, on est quand même, Oui, il y a mais une grosse prise de conscience quand même. 2015, en fait, si les politiques peuvent prendre ce type de décision, on pourrait en reparler, hein, de l'importance de ces décisions, etc. Mais si les politiques prennent ces décisions, c'est que la science est déjà extrêmement connue. Donc 2015, on ne découvre pas que le changement climatique est causé par l'homme. On prend des décisions fortes à l'échelle des nations parce que la science est très claire. Et en fait, en France, on a eu du climato-scepticisme jusqu'à très tard, même par rapport à d'autres pays.
même par rapport à d'autres pays, avec des grands scientifiques comme Vincent Courtillot, par exemple, ou avant lui, Claude Allègre. Donc vraiment, la compréhension des politiques et du grand public sur ces questions de changement climatique, quand j'ai commencé ma thèse, elle n'était pas du tout en phase avec la science. Et je pense qu'aujourd'hui, elle l'est toujours pas, mais au moins, je pense que la question de la responsabilité humaine est beaucoup plus tranchée, beaucoup mieux comprise qu'à l'époque. Ce qui d'ailleurs accentue aussi sûrement le clivage dans l'opinion publique. Enfin, je veux dire, on voit que les gens réagissent très violemment ou ne veulent pas croire à ce qui se passe. Et du coup, plus on est sûr des faits, plus on est sûr et on prend conscience que ce qu'il va falloir faire va être très contraignant pour l'homme ou pour la société. Plus ça accentue en fait le clivage et les sceptiques. On le voit avec le Covid, le vaccin, enfin, tu vois, les réactions euh, très épidermiques que cela provoque. Je sais pas, je pense qu'il y a 10% de la population qui est complètement dans le complotisme et que tu feras pas changer d'avis, quoi, par rapport à tout ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, complètement. Alors, c'est une question qu'on pourrait élaborer beaucoup plus longuement parce que moi, j'ai fait le choix pendant longtemps de présenter les éléments scientifiques et après, j'ai fait le choix d'adresser certains discours climato-sceptiques en les critiquant directement. Donc, j'ai un rapport à la désinformation dont on pourrait parler longuement. Mais de toute manière, ça se voit bien avec le coronavirus, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord. Mais il faut aussi se rendre compte qu'aujourd'hui, les anti-vaccins dont on parle tant sont minoritaires. Et en fait, la question, ce n'est même pas tellement sur la violence qu'il peut y avoir entre ces groupes de la population. C'est que si on n'avait pas autant de certitudes, on aurait beaucoup plus de gens qui ne seraient pas convaincus. En fait, ce que je veux dire, c'est que les éléments scientifiques disponibles sont très clairs aujourd'hui. Et la conséquence de ça, c'est pas que on peut convaincre tout le monde, parce qu'on ne peut pas convaincre tout le monde pour des raisons idéologiques, de compréhension, ce qu'est la démarche scientifique, ou même d'acceptation, en fait. Moi, j'ai regardé pendant longtemps, dans mes commentaires, j'avais des gens qui refusaient la réalité du changement climatique, et je pense que j'en ai encore, juste parce qu'aujourd'hui, ils ont 60, 70 ans, et ils refusent toute forme de responsabilité. Alors qu'ils pourraient toujours dire qu'ils ne savaient pas. Mais ils refusent l'idée de léguer à leurs enfants un monde pire que ceux qu'ils ont reçus de leurs parents. Et ça, on peut rien faire contre ça. On peut rien faire contre ça. Donc c'est sûr qu'on ne pourra pas convaincre tout le monde, mais n'empêche que les éléments scientifiques qu'on a sont tellement lourds que si on les expose correctement, on peut convaincre quand même 80-90% de la population que c'est très clair que le changement climatique est dû à des activités humaines. Et en fait, on n'aurait pas pu faire ça il y a 30 ans. Quoi qu'on dise, il y a 30 ans, on n'avait pas le même niveau de connaissance, et du coup, l'incertitude était quand même beaucoup, beaucoup plus loin. Et tu penses qu'on est toujours dans une phase où il est important d'éduquer, de vulgariser cette information, où on est vraiment. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus dans la phase où il faut agir maintenant, quand même. Après, les deux vont peut-être de pair, mais est-ce que c'est encore le temps? Moi, j'ai l'impression qu'on passe beaucoup de temps à réexpliquer justement les phénomènes, plus que d'éduquer vraiment sur les actes et les choses qui auront un vrai impact. Tu vois, encore ce matin, j'entendais à la radio une pub sur allez vous faire vacciner, tu vois, poussée par le gouvernement. Très bien. Pourquoi on n'entend pas depuis 5 ans, ou même depuis 1 an, ou depuis 6 mois, des pubs régulièrement à la télé, ou même sur la route, ou toi, comme pour la sécurité routière, des choses qui expliquent tranquillement et calmement aux gens comment ils peuvent changer leur façon de vivre pour impacter pour impacter de manière positive cette problématique du réchauffement climatique. Toi, d'un point de vue citoyen, pas d'un point de vue... et au lieu d'être toujours dans l'extrême ou le dogmatisme, c'est-à-dire que, voilà, moi j'ai l'impression qu'on est toujours dans, soit tu vis dans une yourte et t'arrêtes de manger de la viande et voilà, on est toujours dans un des extrêmes, tu vois. Donc pour revenir à la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu crois qu'on est toujours dans une phase d'explication pour expliquer euh, que l'homme a eu un impact et a un impact? Pour ça, j'ai l'impression que c'est un fait. Là, ce serait peut-être le temps aussi de passer sur un momentum de dire aux gens, voilà, faites, qu'est-ce qu'il faut faire? Aidez-nous à faire. Alors, je prenais cet exemple de la part enfin, comment dire, de la responsabilité humaine dans le changement climatique pour montrer un peu comment ça avait évolué entre le moment où j'ai commencé ma chaîne et un peu ce qui m'a motivé. Donc, c'est clairement pas sur ça que se concentre la communication sur le climat aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
la majorité, enfin, quand on regarde par exemple le baromètre de l'ADEME qui suit un peu la perception des Français du changement climatique, aujourd'hui, pour beaucoup de nos concitoyens, quand même, c'est assez clair que c'est l'homme qui cause le changement climatique. Maintenant, quand on regarde la perception des Français, c'est encore très très peu clair quelles sont les conséquences et quelles sont la gravité de ces conséquences. Et surtout, c'est sous-médiatisé par rapport à la gravité du problème. Donc ça, c'est un premier aspect. Et pourquoi c'est important? Parce que derrière, les transformations qu'on doit mettre en place, ça demande des efforts, ça demande des modifications, qu'elles soient économiques, qu'elles soient comportementales, etc. On peut en discuter, mais ça demande des efforts. Et ces efforts, on va les faire si ça a un intérêt. Moi, j'ai pas envie de changer ma vie si ça ne sert à rien. Et pour comprendre l'intérêt, il faut comprendre les conséquences qu'on peut éviter, il faut comprendre ce qui nous attend. Il faut comprendre ce qu'on va payer à ne rien faire pour pouvoir payer à faire quelque chose. Donc, c'est absolument certain pour moi qu'il faut continuer à expliquer ce qu'est le changement climatique et quelles sont ses conséquences. Et ensuite, si on veut réfléchir à ce qu'on doit mettre en place, il faut expliquer les causes. Pourquoi réduire les transports, ça permet de lutter contre le changement climatique? Pourquoi électrifier ce qu'on ne peut pas réduire, ça permet de lutter contre le changement climatique? Ou plutôt sous quelles conditions électrifier, ça permet de lutter contre le changement climatique? Parce que la seule manière de résoudre correctement ce type de problème, c'est d'abord de le poser correctement. Et pour le poser correctement, il faut l'expliquer. Il faut expliquer les causes, il faut expliquer les conséquences pour expliquer pourquoi on doit mettre ça en place et ce qui se passe si on ne le met pas. Donc, quel est l'intérêt qu'on a à le faire? Et aujourd'hui, je suis désolé, mais je pense vraiment, vraiment pas que la compréhension de nos concitoyens sur les conséquences et ce qu'on doit mettre en place soit correcte. Donc déjà, c'est une première partie de ma réponse, c'est que vu le niveau de compréhension des enjeux, vu le niveau d'action, on est encore au moment où il faut expliquer, où il faut faire monter les gens en compétences. Ça, c'est une première partie. La deuxième partie, c'est que je crois que même si la majorité avait comprise, on doit continuellement expliquer pour ne serait-ce que rester au même endroit. Je ne sais pas comment le dire. Si on a 10% de climato-sceptiques, j'en sais rien, 10% de personnes qui remettent en cause l'existence d'un changement climatique d'origine humaine, ces gens ont une influence sur leurs voisins, sur leurs familles, sur leurs parents. Ils continuent d'exister et on doit continuer de lutter contre ça, continuer d'expliquer, continuer de leur reposer des éléments scientifiques, même si c'est pour rester au même endroit. Et ça, je pense que c'est important. Faut pas croire que dans un pays, parce qu'on a acquis quelque chose, c'est fini, c'est gagné. Faut pas croire que parce qu'un pays a, je sais pas, mis en place un droit à l'avortement, faut plus le défendre et c'est gagné pour toujours. C'est pas le cas. Il y a des problèmes de sensibilisation, d'éducation qui sont faits pour qu'on garde ce niveau de compréhension, ce niveau de compétence. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'on n'en est pas là. On en est encore à expliquer les choses, à expliquer ce qu'on doit faire, à expliquer pourquoi on doit le faire. Et ça se voit très bien avec des mesures comme le rejet de la taxe carbone. La taxe carbone, c'est quelque chose qui n'a pas été très bien fait, mais c'est quelque chose qui a été très mal expliqué et très mal compris. Et quand on voit des pays qui ont bien réussi, comme la Suède, qui a une taxe carbone qui est 3 fois plus élevée que la nôtre depuis très longtemps, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont expliqué. Ils ont expliqué pourquoi on faisait ça, qu'est-ce qu'on attendait d'un point de vue économique et où allait l'argent, etc. Et donc, on est vraiment sur ces questions, on est sur des... Enfin, la présidentielle, c'est une catastrophe. Le niveau de couverture des enjeux climatiques et énergétiques, on ne peut pas dire qu'on est à la hauteur. Moi, je refuse d'entendre, on en parle trop, quoi. Je refuse d'entendre ça. C'est très clair. Ton message est très clair. Et par rapport à ça, bon, justement, je voulais te poser la question par rapport à la couverture politique dans la campagne actuelle. Bon, on peut dire que c'est le niveau zéro, ça c'est clair. À part peut-être les annonces faites par Emmanuel Macron sur les lancements de fabrication de nouveaux EPR, etc. Mais là, qui concerne une petite partie qui est la production d'énergie électrique. Et ça ne concerne qu'une petite partie du problème dont tu parles. C'est pas la question que je voulais te poser, c'est comment on adresse, comme toi tu es un communicant justement, tu es un créateur de contenu sur le sujet, comment on adresse ce sujet-là, l'urgence de prise de conscience, l'urgence d'agir, sans tomber dans un message trop pessimiste, malgré le fait que ce soit grave. Mais ce que je veux dire par là, c'est on sait que quand un message est trop négatif, trop positif, les gens vont finir par avoir une réaction naturelle de dire bah je préfère me cacher, mettre des œillères, me cacher, et de toute façon on ne pourra pas faire grand-chose. Je préfère pas visualiser les conséquences tellement c'est grave. Est-ce qu'aujourd'hui on a toujours la possibilité de mettre en avant la possibilité d'un futur meilleur? Est-ce que c'est vraiment encore faisable? Et comment on expose justement la possibilité d'un meilleur futur aux gens? Est-ce que on va vers le moins pire si on fait des choses? Ou est-ce qu'on a quand même une vision un peu optimiste de l'avenir? Est-ce que c'est pas la temporalité des choses qui nous permet de se calmer un petit peu et de dire bah ok, même si les conséquences vont être là, elles seront là que dans 50, 80, 100 ans. Donc
personnellement, ça m'impactera pas, donc il faut que je me détende un petit peu par rapport au sujet, mais je peux agir pour avoir un impact. Tu vois un petit peu la question derrière tout ça? Alors, pas tout à fait, mais je vais essayer de, je vais Non, essayer je de reformule. répondre. Comment communiquer sur le sujet justement sans être trop dans le pessimisme total, et pas avoir justement que le message ait pas un effet inverse par rapport, à ce qu'on recherche, qui est de motiver les gens à changer justement? Bah, alors, moi, j'ai quand même un positionnement assez particulier avec ma chaîne. On pourra en faire une question. C'est que je fais pas du contenu très grand public, hein. Je fais pas des vidéos de 5 minutes sur des sujets. Quand je parle de est-ce que la voiture électrique peut nous aider à lutter contre le changement climatique, c'est 2 vidéos d'1 heure, quoi. Je prends le temps d'expliquer les éléments scientifiques. Donc, moi, je vais jusqu'à à des niveaux de détail assez élevés. Et aussi, ce que j'essaye de rendre à mon public, c'est ce que les éléments scientifiques permettent de dire d'un problème. Et donc, je pense que quand on a ce point de vue-là, ce qu'on présente n'est pas catastrophiste. Dans le sens où le changement climatique en cours, il a des conséquences qui sont très graves, qui sont très graves pour les sociétés humaines, hein. On dit souvent faut sauver la planète. La planète, c'est un caillou qui continuera de bien se porter. On peut se poser la question des autres êtres vivants qui vivent avec nous sur cette planète, qui est toute la question derrière la biodiversité, etc., qui est une question très importante aussi et qui est liée en partie au changement climatique. Mais en fait, quand les scientifiques, quand le GIEC pense le changement climatique, ils pensent l'impact sur les sociétés humaines. Donc en fait, quand on agit pour le climat, on n'agit pas pour la planète, on agit pour nous, pour avoir des lendemains un peu plus sereins. Et là-dessus, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est pas du tout pour dans 60 ou dans 80 ans. Les émissions ont un effet qui est immédiat, il faut arrêter de croire qu'il y a une sorte de lag, et les canicules, on les voit augmenter. La température, on la voit augmenter. L'élévation du niveau des mers, ça augmente, mais c'est le truc avec la plus grosse inertie, donc c'est lent. Mais vraiment, les impacts sur les précipitations et la température, elles sont déjà là. Il y a des gens qui sont morts de canicule qui ne seraient pas morts si on n'avait pas rajouté des émissions de CO2 dans l'atmosphère. Il y a des gens qui sont morts d'inondations où il y a eu des famines, des problèmes agricoles causés par des sécheresses qui n'auraient pas été là si on n'avait pas émis du CO2 depuis 150 ans. C'est pas un problème pour nos enfants ou nos petits-enfants. C'est un problème pour nous, nos enfants, nos petits-enfants et puis des dizaines de générations. Mais on est déjà dedans. Moi, si je veux être serein dans 40, 50 ans, faut vraiment commencer à agir maintenant parce que et la différence peut se faire sur toutes les prochaines décennies. Donc ça, c'est un truc à comprendre avec le changement climatique, c'est que les impacts sont déjà là. Les impacts sur l'agriculture française sont déjà là. Les impacts sur les forêts françaises sont déjà là. Les impacts sur les températures estivales sont déjà là. Les impacts sur les précipitations sont déjà là. Et plus on va émettre de CO2, plus ces impacts seront importants. Donc faut pas croire que c'est un espèce d'acte altruiste pour le futur. Non, c'est un acte égoïste pour nos lendemains. C'est vraiment ça, lutter contre le changement climatique. Et après, là où moi, je présente les éléments scientifiques, donc effectivement, je ne rentre pas dans un espèce de récit de demain, on sera tous plus heureux en vivant moins. Moi, mon calcul, c'est plutôt de dire que soit on peut faire des efforts pour, enfin, comment dire, de toute manière, il y a un coût. En fait, de toute manière, il y a un coût. C'est ça souvent que les gens ne voient pas, c'est que quand on commence à leur parler de modification, de taxe carbone, ils voient le coût à changer, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est le coût qu'ils évitent en changeant. Ce qu'ils ne voient pas, c'est le coût qu'on va payer si on ne fait rien. Ce qu'ils ne voient pas, c'est ces conséquences du changement climatique qui s'accumulent. Donc en fait, quand on voit ces choses-là, et c'est les approches scientifiques, les scénarios, etc., c'est de nous dire, bah voilà, si on va dans un monde à 3-4 degrés, on a ça comme impact, et donc on préférerait rester dans un monde à 1,5-2 degrés pour ne pas avoir tous ces emmerdes-là. Et pour ça, il faut faire des efforts. Et en fait, si on oublie les conséquences de l'inaction, on n'a pas envie de se faire en mouvement, quoi, de se mettre en mouvement. Donc pour moi, la pédagogie, elle est encore là, c'est de montrer tous ces impacts, de montrer la gravité enfin, les conséquences extrêmement graves qu'ont le changement climatique sur les sociétés humaines. Avec 5 degrés de température globale de moins, on est dans une période glaciaire. Il y a un énorme glacier qui s'étend sur tout le nord de l'Europe, le Royaume-Uni et tout. L'élévation du niveau des mers est 120 mètres plus bas. C'est un monde radicalement différent. 5 degrés de température globale de plus, ça sera un monde qui est aussi radicalement différent. Nos sociétés, elles se sont développées, elles ont développé la sédentarité, l'agriculture dans un monde qui était extrêmement stable en température. Et en fait, c'est ça qu'on essaie de défendre. Même si le climat était en train de se refroidir, on lutterait contre ce refroidissement. On essaye de défendre un état du climat qui est adapté pour les sociétés humaines telles qu'elles sont aujourd'hui, sédentaires, dépendant de l'agriculture, donc d'un climat stable. Ok. Donc,
On avait dit qu'on parlait pas trop de ce sujet, mais tu vois, finalement, à force de, à force de creuser, on en parle. Mais c'est très clair. Donc, toi, tu es dans une position où tu souhaites continuer à expliquer aux gens, voilà, quelles sont les conséquences de ne rien faire. Et tu axes toute ta stratégie de contenu sur la vulgarisation scientifique. Est-ce qu'on peut employer le terme de vulgarisation ou tu creuses quand même les sujets en profondeur? Parce que tu disais que. Donc, justement, par rapport à ça, on revient un petit peu en arrière. On parlera de ta façon de travailler un petit peu plus tard. On revient un petit peu en arrière. Donc, tu décides de lancer ta chaîne en 2015. Tu peux nous parler un petit peu justement de la croissance de ta chaîne entre 2015 et aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Et est-ce que tu as ressenti au fur et à mesure un écho? Est-ce que les gens, comme tu as commencé à recevoir des sollicitations, est-ce que ça t'a positionné en tant qu'un peu spécialiste sur le sujet, justement? Hem, c'est une bonne question. Je pense que ça fait en plusieurs fois. En fait, le début de la chaîne, est un peu particulier. Peut-être je conseillerais pas les premières vidéos aujourd'hui. Bah, elles existent. On Elles peut existent. toujours aller les voir. Elles ont pas été retirées. En fait, le truc, c'est que, dans un premier temps, je voulais aussi parler un peu plus, d'économie, du lien entre économie, environnement et parce que c'est pas toujours très bien compris. Ce qui fait que j'ai fait des premières vidéos sur, l'économie qui sont pas terribles. Enfin, le problème, c'est aussi que en fait, j'ai commencé ma chaîne, bon, j'étais un peu plus jeune à l'époque, j'étais un peu naïf aussi. La chaîne s'appelle Le Réveilleur parce que moi, j'ai été convaincu par les éléments scientifiques qu'on m'a apportés pendant mes études ou pendant mes recherches personnelles. Et je m'imaginais qu'il suffisait d'apporter ces éléments scientifiques pour faire changer d'opinion. Donc, c'est quand même un positionnement qui est, euh, avouons-le, un peu naïf avec le recul. Et puis, au départ, c'est en parallèle du doctorat. Donc, c'est des vidéos que je faisais le soir. J'avais pas beaucoup de temps. Donc c'est resté un peu, un niveau de vulgarisation, enfin c'est beaucoup plus vulgarisé que maintenant quoi. Mais au niveau de l'audience, tu sentais que s'il y avait quelque chose qui prenait quand même, que ça avait un que ça a créé un peu de traction? Comment tu as gardé la motivation justement pour continuer? Et à quel moment tu as senti un peu le pivot, où ton audience a commencé à croître en fait, justement? C'est difficile à dire parce que ça s'est fait vraiment doucement. En fait, au début, c'était en parallèle de mon doctorat, donc c'était un peu un side project quoi. Là où ça a commencé, c'est quand en fait, j'ai eu cette première partie sur l'économie qui était moyenne. Bon, au début, une chaîne YouTube, ça grossit, très lentement, après, j'ai commencé à parler de climat. Là, ça a commencé un peu à grimper. Et il y avait encore beaucoup de climato-scepticisme en France à l'époque. Et je trouve même plus sur le web français qu'anglais. Et une des premières fois où j'ai eu un gros partage, c'était Monsieur Mondialisation, je pense. Et c'était sur une vidéo, sur une des premières vidéos sur le climat. Et donc, je me suis positionné. Après l'économie, j'ai beaucoup parlé de climat, un peu d'autres problèmes environnementaux, mais j'ai vraiment beaucoup parlé de climat. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un objet qui scientifiquement m'intéressait beaucoup. Il y a beaucoup de science dedans et c'est assez fascinant en fait, ce qu'on peut dire, comment on comprend le climat, etc. Et puis après, je suis tombé un peu dans ma partie. Un des grands regrets que j'ai dans ma formation scientifique, un des grands manques de mon école, c'est qu'on n'a pas eu d'épistémologie. On n'a pas eu, aujourd'hui on dirait, d'esprit critique ou de formation à ce qu'est la science. Et en fait, dans mon doctorat, j'ai dû me former à ça parce que je manipulais des modèles. Donc, ça posait des questions assez complexes de est-ce que je peux croire mes modèles et comment juger ça. Et donc, je suis tombé un peu sur ces questions d'esprit critique dans mon doctorat et l'esprit critique, ça se développait sur YouTube. Et donc, après, je me suis fasciné un peu sur les climato-sceptiques. Voilà pourquoi j'avais autant de climato-sceptiques dans mes commentaires qui croyaient ce qu'ils croyaient, etc. J'ai essayé de discuter pas mal avec eux. Et après, j'ai commencé à répondre à des conférences climato-sceptiques. Et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai été pas mal repéré par la sphère vulgarisation du climat, on va dire. Donc par les gens qui vulgarisent plus que moi, qui vont au contact, qui font la fraise du climat, par exemple, qui est un très bel atelier. Euh, donc j'ai été repéré un peu par ces communautés et aussi par les communautés de chercheurs en fait sur ces questions. Moi, alors c'est encore plus vrai maintenant avec mon niveau de vulgarisation, mais j'ai régulièrement des experts d'un domaine qui me disent que ma vidéo est pas mal, ce qui est vraiment un truc qui est important pour moi. C'est peut-être un des plus gros moteurs, ouais. C'est que, alors,
Un moteur, c'est évidemment aussi qu'il y a plein de gens qui me remercient pour mon contenu, qui m'envoient des mails, qui m'envoient des messages privés et des commentaires sympas. Ça, évidemment, ça fait hyper plaisir. Mais face à ça, je me dis, il faut faire attention. Parce que bon, je sais pas comment le dire, Raoult est aussi adoré par plein de gens, ça veut pas dire qu'il a raison. On pourrait prendre plein d'autres exemples, hein. Donc, c'est pas parce qu'on a des retours positifs ou une communauté qui apprécie que ce qu'on fait est bien. Par contre, quand quelqu'un qui étudie professionnellement le climat dit bah voilà, ta vidéo en donne une vision pas mal, quoi, et merci pour ce que tu fais, c'est autre chose. C'est autre chose comme appréciation. Et après, quand je suis sorti, quand j'ai fini mon doctorat, je me suis lancé à plein temps. Et depuis que je me suis lancé à plein temps, j'ai aussi une reconnaissance financière, économique. En fait, mon modèle économique maintenant, c'est de reposer à peut-être 80-90% de mes revenus sur le financement participatif. Donc des personnes qui soutiennent la chaîne sans contrepartie. Parce qu'ils ont besoin, ils ont envie que ce contenu un peu plus fouillé existe et va un peu au-delà de ce que pourrait se permettre un média parce qu'il n'a pas la place et parce qu'ils n'ont pas le temps de faire ces recherches. Et donc, ça permet aussi de répondre à ta question, est-ce que c'est de la vulgarisation? Alors, il y en a qui m'ont déjà dit que c'était plutôt de l'éducation. Moi, je considère que c'est de la vulgarisation dans le sens où la vidéo qui va te prendre 1 heure à regarder, elle m'a pris, je sais pas, 150 heures à faire, 150 heures facilement, dont 3 quarts de recherche, quoi. Donc, les papiers que j'ai lus, les papiers scientifiques que j'ai lus pendant 70 heures, t'en as un résumé de ce que j'ai jugé important en 1 heure. Donc, à partir de là, je considère que c'est de la vulgarisation dans le sens où ça rend beaucoup plus facilement accessible des éléments qui, honnêtement, le sont pas trop à la base, quoi. Tout le monde, même s'il y avait le temps, tout le monde ne peut pas aller lire cette littérature. C'est aussi ça qui joue sur le positionnement de la chaîne. C'est que vu que j'ai fait un doctorat, j'ai été un peu en contact avec le monde de la recherche et je sais comment sont écrits les papiers, je sais les lire, etc. Et c'est pas forcément intuitif comment ce monde fonctionne ou comment les connaissances sont rangées, on va dire, ou sont organisées, sont présentées. Et donc, ça joue sur le positionnement de la chaîne. Donc, j'ai eu une croissance qui a été, je dirais, dans un premier temps exponentielle, c'est sûr, hein. Dans un premier temps, je faisais un doublement tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Et puis, il y a des à-coups quand je suis partagé par Monsieur Mondialisation, quand je fais une vidéo avec Gilles de la chaîne Eureka, ce genre de choses. Mais ça s'est fait quand même assez progressivement et je bénéficie de la reconnaissance un peu d'experts qui m'a ouvert d'autres portes aussi. Maintenant, je donne des cours en école d'ingénieur sur des questions notamment de climat, qui sont des cours que moi, j'ai jamais eu. Alors, j'ai une facilité à rentrer dans ces structures parce que j'ai un diplôme d'ingénieur et un doctorat. Donc, j'ai les diplômes pour aller à l'entrée et dire, voyez, vous pouvez me faire rentrer. Mais n'empêche que je donne des cours que j'ai fait et que j'ai jamais reçus. Et donc, avoir ce positionnement sur la chaîne, d'aller un peu plus dans la complexité et avoir de la reconnaissance de gens de personnes qui travaillent là-dessus, qui enseignent ces questions, ça me permet d'avoir ce type d'opportunités, de conférences, de cours et tout. Et donc, c'est sûr que c'est une activité qui serait différente que si je faisais de la vulgarisation, comment dire, plus poussée, si je faisais des contenus plus courts. Sachant que c'est vraiment un positionnement volontaire de ma part, le calcul que je fais, qui est peut-être pas le bon, parce que c'est très difficile de se dire, est-ce que je fais ce qui est le plus utile pour cet écosystème? Mais le calcul que j'ai fait moi, c'est de me dire, en fait, à partir de mon contenu ou à partir de d'autres contenus similaires, quelqu'un qui voudrait faire des vidéos de 5 minutes sur l'effet de serre, il pourrait les faire assez facilement. Et en fait, beaucoup de gens pourraient faire ça et même pourraient le faire beaucoup mieux que moi. Il suffit de savoir un peu animer et tout, mais mes vidéos sont quand même assez austères, on va se le dire. Et donc, c'est pas là que mon positionnement est utile. Mon positionnement, il est utile à aller voir ce que raconte un climato-sceptique comme François Gervais dans ses conférences et de regarder où sont les erreurs, où sont les manipulations. Parce que pour faire ça, il faut aller voir dans la littérature scientifique et il faut avoir vraiment une bonne compréhension des trucs physiques. Et avec le background que j'ai, moi, je peux faire ça et il y a assez moins de candidats pour ce travail-là. Donc, en fait, je me place dans l'écosystème en fonction des besoins et en fonction de ce que je sais faire. Après, il y en a qui continuent de me dire faudrait plus vulgariser, faire des contenus plus courts, les découper, mets-toi sur TikTok. J'ai jamais trop cédé à ça. Dès le début de la chaîne, on m'a dit non, faut réduire, faut nanana. J'ai jamais cédé et la chaîne aujourd'hui, elle fonctionne et j'arrive à en vivre. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin pour ça.
Et après, autant je ne crois vraiment pas à la théorie du ruissellement en économie, autant je pense que dans la vulgarisation, ça fonctionne. Il y a des gens qui s'appuient sur mon contenu pour faire des choses mieux vulgarisées, plus courtes, plus illustrées. Et des fois d'ailleurs qui me demandent de relire ou qui me posent des questions. Et donc il y a vraiment un écosystème de la vulgarisation où il y a des gens qui se placent à différents niveaux. Et clairement, dans le public, il y a des besoins qui sont très différents aussi. Il y a des besoins qui sont très différents. Donc en fait, moi, je m'adresse à une communauté, soit à des personnes qui veulent aller plus loin, mieux comprendre les enjeux, comprendre un peu où sont les pièges, soit même je m'adresse aux gens qui vulgarisent, quoi, à la communauté du climat, qui souhaitent aller plus loin ou qui souhaitent se tenir au courant des débats un peu dans la communauté scientifique. Puis maintenant, je parle beaucoup d'énergie aussi, donc c'est un peu une partie des solutions quelque part. Voilà, comment on fait pour décarboner notre production d'énergie. Je ne parle pas que de climat. Je parle plus d'énergie depuis 2 ans que de climat, je pense. Et justement, dans la promotion de ta chaîne, parce que du coup, derrière, on entend, enfin moi j'entends un objectif très noble, on n'entend pas, ton moteur, ça ne semble pas être la course aux abonnés, de faire du contenu, de le monétiser. Alors, comment c'est venu justement cette... Ouais, j'ai deux questions. C'est comment c'est venu cette volonté d'obtenir des financements participatifs? Et aujourd'hui, est-ce que tu réfléchis à te diversifier justement tu dis toi, bon, t'as pas le temps ou t'as peut-être pas la fibre pour faire des contenus plus courts, mais on sait très bien, enfin là, tu parles à quelqu'un qui fait un petit peu de marketing, tu vois, si tu diversifiais tes canaux d'acquisition sur d'autres plateformes, tu attirerais du monde vers la chaîne YouTube et donc du coup, tu étendrais ta capacité d'éduquer. Mais ça passe par forcément une phase de marketing un peu plus, on va dire, qui attire par du clic, hein. Ça peut être TikTok, ça peut être du ad, ça peut être n'importe quoi. Mais avec toujours l'objectif d'éduquer et d'attirer vers ta chaîne. Donc, il y a deux questions. C'est comment ça t'est venu tu t'es dit, bon là, ok, je vais me lancer dans le participatif, je vais monétiser. Et la deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux étendre un petit peu, en sous-traitant par exemple, j'en sais rien, mais te dire, voilà, je pourrais très bien diversifier mes canaux pour avoir encore un impact plus puissant. Alors, comment ça m'est venu le financement participatif? Comment ça m'est venu En fait, en fin de doctorat, c'était une fin de CDD du coup, hein. Alors, j'ai rallongé de 6 mois, donc en fait, c'était un CDD de 42 mois, 36 plus 6. Et donc, j'avais le droit au chômage et je me suis dit, je vais me servir de cette période de transition pour essayer de lancer mon activité, sachant que la chaîne existait déjà depuis 3 ans. Donc, quelque part, j'avais déjà un capital qui était convertible, qui était une communauté qui me suivait, qui appréciait mon travail, etc. Et à l'époque, je me suis lancé le financement participatif. Je pense que j'aurais pas eu l'idée si j'étais le premier. En fait, je me suis lancé là-dedans parce qu'il y avait déjà des vidéastes qui fonctionnaient là-dessus. Je saurais même plus dire qui c'était à l'époque. Ils pensaient peut-être, avaient été dans les premiers à faire du financement participatif. Et donc, je me suis lancé comme Eureka, comme Monsieur Phi, comme Science for All. Il a moins tenu là-dessus parce que il est payé par l'Université de Lausanne. Mais aujourd'hui, sur mon niveau de complexité, on va dire, ça fonctionne quand même beaucoup au financement participatif. Il y a plusieurs modèles sur YouTube. Soit on fonctionne beaucoup avec des partenariats, on fait du NordVPN, on fait du Displate, voire on fait des partenariats avec les entreprises, hein, le modèle de l'Esprit Sorcier par exemple. Soit on fait beaucoup de volume, on fait de la pub, ce qui est inenvisageable pour des vidéos qui me demandent autant de travail, soit on fonctionne au financement participatif. Et pour mon niveau de complexité, c'est souvent le financement participatif quand même. Et c'est Parce des gens qui sont sur un financement récurrent? Ou c'est un modèle, les gens te financent par mois, ou c'est un financement ponctuel? Et ça suffit à avoir t'as une les, prédiction à peu près sur les revenus stables? les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Je dirais, on pourrait regarder les stats, mais je dirais que je suis trois quarts de mensuel aujourd'hui à peu près. Sachant que c'est public, hein, vous pouvez regarder parce que Tipeee c'est visible, mais je suis quand même sur des revenus assez hauts moi personnellement. Si on regarde Tipeee, je suis à 3 000 € par mois et j'ai un peu sur YouTube pardon, donc je sais pas, 3 000, 4 000 € par mois. Après, ça, c'est du brut, hein. Maintenant, je passe par une entreprise, je me verse un salaire, etc. Donc, il faut retirer facilement Oui, oui, 40%. non, mais Mais enfin, pour moi, il n'y a aucun tabou sur le sujet parce que, pour tu moi non sais, plus. parce que sur
Moi, je suis dans une grosse communauté LinkedIn où il y a beaucoup de freelance, où on parle beaucoup de ça justement, comment gagner sa vie en tant que freelance, comment acquérir du client, créer du contenu pour ça, etc. C'est complètement, enfin, je sais pas, ça se rejoint sur gagner sa vie, mais sur les objectifs, on diverge un peu parce que moi, je trouve que la création de contenu est utilisée de manière euh, pas toujours très enfin, il y a beaucoup de gens qui créent du contenu pour créer du contenu, se faire une audience et pouvoir en gagner vite, vite de l'argent, ce qui n'est pas très noble en soi. Toi, tu es sur un autre modèle où justement il y a un objectif plus noble, plus vertueux, on va dire, mais il faut quand même que tu gagnes ta vie pour pouvoir être performant Ouais, et faire de la donc qualité. Donc, c'est ma communauté qui me permet de gagner ma vie aujourd'hui. Après, un objectif plus noble, le changement climatique m'inquiète personnellement. J'ai un intérêt égoïste à ce qu'on lutte contre le changement climatique. Faut aussi se rendre compte de ça. Et on aurait tous un intérêt égoïste à ce qu'on lutte contre le changement climatique. Et en plus, moi j'ai pas. Alors, sur YouTube, c'est assez intéressant parce que dans le vulgarisateur, il y a souvent soit des gens qui viennent un peu du monde de la création ou de l'audiovisuel, et du coup qui se mettent à parler en vidéo de ce qu'ils aiment bien, soit des personnes qui viennent qui ont une expertise dans le sujet qu'ils traitent et doivent se mettre à la vidéo. Moi, je suis plutôt dans ce cas-là. J'ai pas vraiment de plaisir à faire de la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que un si petit on peu quand même. répondait correctement, si on répondait correctement à cet enjeu du changement climatique, je ferais pas de la vulga sur YouTube. Je serais resté dans un laboratoire où je ferais du conseil, où je ferais de l'ingénierie. Je le fais parce que clairement, c'est un problème qui va tous nous affecter, y compris moi, y compris moi. Faut arrêter de croire que je suis un chevalier blanc. Et je veux que ce problème soit adressé. C'est C'est un petit peu comme les cuisiniers qui cuisinent parce que c'est des gourmands. Donc en premier temps, ils cuisinent pour eux, et après ils offrent ce qu'ils font aux autres. Mais Non, c'est même si mon contenu il présente vraiment des éléments scientifiques et tout, il explique vraiment pourquoi on doit se bouger le cul. Il y a en fait un but politique. Il y a un but politique qui est faut se bouger le cul. Donc, ce qui me drive, c'est un peu la même chose que des gens qui ont des chaînes de politique. C'est d'avoir une influence sur nos sociétés pour qu'elles soient meilleures, quoi. Pour que demain, je sois plus tranquille. Mais on comprend bien ce que tu dis derrière ça, parce que même tu parlais de ruissellement de la connaissance. Je veux dire, quand tu prends une personne comme moi, lambda, qui regarde ta vidéo, qui la comprend, après je suis capable d'en extraire des choses et d'aller expliquer au dîner de famille le dimanche ou avec des amis à une soirée, mais qu'une partie des éléments et d'en tirer un peu la quintessence et les choses importantes et Ouais. de la diffuser. C'est un peu ça que tu disais non, quand tu parlais de Ouais, ruissellement. c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Mais après, je parlais effectivement que la communauté puisse s'emparer de ces choses-là et que finalement je back leur argument, c'est utile. Mais je pensais même au niveau de la vulgarisation, au niveau de l'écosystème. Il y a des vulgarisateurs qui vont faire des vidéos, pardon, un peu plus courtes, un peu mieux faites. Et en fait, clairement, ces contenus, ils sont liés. Et quand on fait nos contenus, on se parle entre nous, etc. Et, et pour revenir, ouais, imaginons qu'il n'y avait pas ce problème de changement climatique. J'aurais peut-être pu faire de la vulgarisation quand même. Mais ce qui m'aurait fait kiffer, c'est de faire des trucs Veritasium. C'est incroyable ce qu'il fait. Balade mentale sur YouTube en français, et ça, c'est vraiment beau. J'aurais plutôt fait ça, quoi. Si je parle des voitures électriques, c'est pas parce que ça me fait kiffer de regarder des rapports sur les voitures électriques. C'est parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions et j'ai envie de leur répondre parce que je pense que c'est important de faire ce type de choix. Donc vraiment, ouais, c'est vrai que moi, ma réflexion, elle n'est pas comment je fais pour avoir le plus de vues et gagner le plus d'argent. Elle est plutôt de réfléchir sur comment je fais pour avoir le plus d'impact. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'un impact, c'est pas un nombre de vues. Je peux faire 4 fois plus de vues sur une vidéo qui pousse moins l'action et du coup, j'ai moins d'impact. Et donc, du coup, voilà, rien que ça, c'est compliqué. Moi quand j'ai ma chaîne, comment j'évalue mon impact et comment je sais vers quelle direction aller pour en avoir plus. Et donc, ça pose la question de ce que tu disais, d'essayer de se diversifier. Je sais pas si tu veux que je continue sur cette question de Bah oui, diversification. j'allais y revenir justement. C'est-à-dire justement, comment est-ce que tu envisages pour augmenter ton impact? On est dans un objectif de scalabilité positive, justement. Augmenter ton impact sur les gens, dans la communication. Enfin, je veux dire, en tant que média, plus tu grossis, plus tu peux toucher de gens. Est-ce que tu réfléchis justement à une diversification par d'autres canaux? Enfin, c'est pas toi qui le fais, hein. Tu pourrais très bien le sous-traiter, justement, en augmentant, en utilisant une partie de ton revenu ou en augmentant une partie de ton financement.
C'est une chose à laquelle tu réfléchis? Ouais, c'est une chose à laquelle je réfléchis, souvent. Alors je vais répondre, il y a plusieurs éléments importants. Le premier élément important, je vais un truc que j'ai bien fait de faire, mais finalement, c'est surtout que j'ai eu l'opportunité, c'est que, j'ai été contacté, je sais pas, il y a un an, un peu plus d'1 an, par, un journaliste sur la chaîne YouTube du Monde qui m'a proposé de faire une vidéo sur les conséquences du changement climatique. Et donc là, j'ai fait une vidéo sur les conséquences du changement climatique, un quart d'heure, avec une graphiste qui a travaillé dessus, etc. Alors évidemment, hein, là, je suis payé pour faire cette vidéo, qui n'est pas sur ma chaîne. Et donc là, pour moi, ça, c'est un truc qui me va bien. Je travaille sur une vidéo qui est courte, mais je peux le faire parce que je connais extrêmement bien le sujet. Euh, je serais juste un journaliste qui découvre le changement climatique, qui doit pondre une vidéo d'un quart d'heure sur un truc aussi compliqué que les conséquences du changement climatique, avec le temps qu'ils m'auraient donné pour le faire. C'est pas une critique, c'est le temps qu'ils ont. Elle aurait été nulle. Je peux pas le dire autrement. Là, on me donne l'opportunité sur un sujet que j'ai vraiment bossé sur ma chaîne et même plus personnellement pour des confs, des cours, etc. Enfin, que j'ai quand même pas mal bossé. Je dis pas que je suis un expert du sujet. Peut-être qu'ils auraient pu demander à un climatologue, mais par rapport à un climatologue, j'ai l'avantage de faire de la vulgarisation, donc de savoir un peu dégager l'essentiel, comment l'expliquer, etc. Donc, ils me trouvent moi, ils me disent voilà, est-ce que tu peux nous faire un sujet là-dessus? Je leur ai dit bah, je fais ça en parallèle de ma chaîne, donc en fait, ils m'ont commandé la vidéo plus que. Tu vois, ils m'ont pas engagé 3 semaines à travailler à fond dessus. Ils m'ont commandé la vidéo. J'ai fait ça en parallèle. Donc, je peux prendre le temps que je veux. À la limite, je suis moins bien payé à l'heure que ce qu'ils m'auraient donné si j'avais vraiment travaillé que 3 semaines dessus. Mais je peux dire, je prends le temps que je veux. Je veux un résultat qui soit fini, qui soit bien. Et vraiment, j'ai une telle obsession du contrôle que pour moi, c'était un peu une prise de risque. Déjà, rien que faire un sujet aussi court, 15 minutes sur les conséquences du changement climatique, ça me fait très peur. C'est extrêmement vaste. Et donc, on arrive avec un contenu qui est vulgarisé d'un quart d'heure, qui est bien illustré, qui parle à des gens, qui arrive sur une chaîne YouTube où c'est ce que les gens cherchent. Voilà. Je ferai ce contenu d'un quart d'heure sur ma chaîne YouTube. Je pense vraiment pas que ma communauté serait satisfaite. Ça serait trop superficiel. Donc en fait, ça c'est un premier truc, c'est que si je vulgarise plus, faut que ça soit sur des sujets que j'ai maîtrisés. Et en fait, je me permettrai de le faire quelque part que si je connais bien le sujet. Donc si j'ai une vidéo d'1 heure derrière, mettons. Ensuite, je suis pas certain que sur ma chaîne ça fonctionnerait. Et puis après, de travailler avec le Monde comme ça, ils m'ont payé pour écrire la vidéo, l'enregistrer, etc. Et ils ont payé quelqu'un d'autre pour l'illustrer. Et aujourd'hui, payer un ou une graphiste pour tout animer sur une vidéo d'1 heure, en fait, économiquement, j'en suis absolument incapable. Et ça serait une somme de travail absolument colossale, quoi. Et donc voilà, donc ça serait limite si je vulgarise plus, il faut que ça soit sur d'autres canaux où c'est ce que le public cherche et où ouais, ça aurait peut-être pas autant de sens sur ma chaîne. Et si aujourd'hui j'attire des gens sur ma chaîne en faisant du contenu court, mais ils vont pas s'y retrouver sur ma chaîne. À regarder 1 heure de face cam avec un mec qui utilise des unités et des mots qui comprennent. Enfin, j'exagère parce que je pense vraiment que si Non, quelqu'un franchement, veut comprendre, c'est accessible. ouais, Ouais. Ouais. si quelqu'un veut comprendre mes vidéos, faut se concentrer un peu. On va pas se le cacher, mais normalement c'est compréhensible même si vous Ouais, ouais. connaissez pas du tout le domaine. Mais Non, tu fais un ça demande super quand même travail plus là-dessus. Ouais. d'efforts. Ça demande quand même plus d'efforts. C'est pas donc voilà, la question c'est ça. Si je commence à diversifier, à ramener des gens sur ma chaîne, est-ce que les gens qui viennent sur ma chaîne trouveront ce qu'ils veulent trouver, quoi? Voilà, je fais une parenthèse sur ton travail, excuse-moi, mais moi, par exemple, j'aurais jamais lu le dernier rapport à RTE sur les différents scénarios énergétiques, etc. C'est un sujet qui m'intéresse, mais c'est le genre de lecture qui m'ennuie. Je regarde ta vidéo, je comprends. Alors après, peut-être que des gens jugeront que c'est pas complet ou que c'est pas bon en termes de contenu scientifique. J'en sais rien, je peux pas juger. Moi, en tant que je cherche mon mot en tant que bon bah voilà, quand quelqu'un lambda qui regarde la vidéo, je comprends ce que tu as dit, je comprends le rapport, je comprends ce que les différents scénarios et je comprends la nécessité du mix nucléaire énergie renouvelable, ce qui était un peu l'objectif de la vidéo. Donc voilà, je pense qu'il y avait rien d'inaccessible et c'est très très bien vulgarisé et c'est très très important. Par contre, je reviens sur la question sur la diversification des canaux. Tu vois, je vois par exemple sur ta présence sur LinkedIn est très light, on va dire. Et quand je regarde le classement des 150 influenceurs français LinkedIn, les 10 premiers, j'ai un peu envie de pleurer. En fait, c'est bien, ils traitent leur sujet et ils adressent leur sujet. Et je plaisante, je ne fais pas de classification dans les importances des sujets. Mais voilà, demain, tu veux être dans les 10 premiers influenceurs LinkedIn. C'est totalement possible. Moi, je connais Guillaume, voilà, je te fais un petit coucou, Guillaume Salès, qui est copywriter, formateur, copywriter, ghostwriter LinkedIn.
est quelqu'un de très bien, qui est très sensible au sujet de la transition énergétique et de l'environnement. Il est avant Jamy de C'est pas sorcier, si tu veux, dans le classement des influenceurs LinkedIn. Tu vois. Et pourtant, c'est un gars tout à fait compétent dans son domaine, qui poste 1 ou 2 fois par jour et qui devient du jour au lendemain dans le top 50 des influenceurs LinkedIn. Tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que pour servir ta cause, ce serait tout à fait envisageable d'augmenter ta présence sur LinkedIn en 6 mois d'être ultra visible et du coup d'avoir une portée encore plus importante au niveau de ton message. Ouais, après l'enjeu, c'est pas est-ce que c'est bien ou pas de le faire, c'est en fait, j'ai pas le temps, donc donc c'est enfin, ou alors faut que je supprime des choses que je fais, mais du coup, je fais quoi? Je fais une vidéo tous les 2 mois, quoi. Donc pour l'instant, c'est vraiment un problème de temps, quoi. Et après, il y a toujours des idées pour faire plus de contenu. Moi, on me demande, je sais pas, on me demande 10 sujets par mois et j'en traite un par mois, quoi. Et du coup, il y aurait toujours de quoi faire plus. Donc après, c'est où est-ce qu'on aurait le plus d'impact et c'est très difficile à calculer. Et puis, ça dépend aussi de ce que moi j'ai envie de faire. Et clairement, gérer 20 000 réseaux, ça me saoule, quoi. Déjà d'avoir, je sais pas, 5, 6 canaux différents par lesquels on me contacte, ça m'énerve. Donc, gérer trop de trucs. Mais le truc, c'est que ça me prend tellement de temps de produire du contenu que, enfin, même ce terme d'influenceur, en fait, je suis même pas très actif sur les réseaux sociaux. Je crée du contenu d'analyse qui est là, qui est disponible pour les gens qui en ont besoin. Et peut-être, oui, que je le mets pas assez en valeur. Et, et après, du coup, si on pose la question du temps, on pose la question de est-ce qu'il me faudrait des gens qui travaillent avec moi pour aller plus loin. Et là, c'est très compliqué parce que je pense que clairement, personnellement, j'ai un problème de contrôle. Et en plus, on touche à des sujets qui sont d'une telle complexité que comment on fait pour ne pas dégrader ça si on commence à vouloir toucher plus de gens, à faire du contenu plus court, etc. Comment on fait pour ne pas créer du contenu incorrect? Parce que moi, je peux dire que même venant des vulgarisateurs qui pensaient bien faire, il y a un paquet d'idées mauvaises qui, après se retrouvent dans la compréhension des gens et qui peut y être très longtemps. Un exemple classique, c'est de croire que la durée de vie du CO2, c'est d'un siècle. Peut-être que la première personne qui a dit ça a pensé faire une simplification intelligente, et maintenant ça crée plein de problèmes de compréhension autour de ça, parce que c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et en fait, il y a une part de notre CO2 qui est là pour des centaines de milliers d'années. À chaque fois qu'on utilise notre voiture, on a un impact sur des milliers de générations humaines. Et c'est pas juste pour un siècle et après on est tranquille. Donc, bref, c'est juste pour un exemple, mais c'est compliqué. Et en fait, si je veux quelqu'un qui est capable de comprendre cet objet-là, comme moi je le comprends, il faut un niveau de rémunération que je suis incapable de sortir. C'est ça aussi mon problème, c'est que je vois des collègues vidéastes à moi qui arrivent à se diversifier. Alors, ils ont peut-être pas les mêmes problèmes de contrôle que moi déjà. Et après, quand on parle de sujets, je sais pas, de culture générale ou de peu importe de culture, de divertissement. C'est des choses qui sont plus faciles à saisir et à s'en emparer, alors que le changement climatique, voilà, si je veux quelqu'un qui a la même compréhension physique de ça, il me faut à minima un ingénieur, et un ingénieur, je ne peux pas commencer à l'employer au SMIC. Donc c'est compliqué. Donc dans un premier temps, ce que je pourrais faire, c'est d'essayer de faire monter mes vidéos, etc. Parce que ça, j'ai jamais appris à déléguer. Pour l'instant, j'ai fait quasiment tout seul depuis le début. Et c'est horrible, hein, c'est 10 métiers, c'est beaucoup trop de temps, c'est très compliqué d'être vidéaste. Et ouais, je sais pas, je m'égare, je crois. Non, mais lance un appel. Après, lance un appel à des freelances qui voudraient pro bono t'aider déjà d'en communiquer sur un réseau social, c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est pas. Ouais, des community managers, on en a plein pour raconter tout et n'importe quoi. Donc, pour le coup, pour soutenir une cause, Ouais, ça mais peut être intéressant. je sais pas, je sais pas quel contrôle je pourrais avoir Ouais. sur ça en fait, parce que j'ai un problème aussi moi personnellement. Enfin, c'est peut-être le contre-coup de mon modèle économique, c'est que le modèle économique de quelqu'un qui vend du NordVPN. J'ai plein de collègues bien qui font ça, c'est pas une critique, mais le modèle économique de quelqu'un qui vend du NordVPN et qui arrive à financer sa chaîne YouTube avec ça, c'est de maximiser le nombre de vues pour maximiser le nombre de clics et la pub, quoi. Moi, mon modèle économique en tant que financement participatif, le seul truc qui fait que je gagne de l'argent, c'est que il y a des personnes qui attachent de la valeur à ce que je Mm, raconte, de l'importance à ce que je raconte. Ce mm, qui veut mm. dire que si je commence à recruter à droite à gauche, à me diversifier, à faire du contenu court, et que il y a des merdes qui se glissent,
Tu je peux perds de la perdre. valeur. Ouais. Ouais, tu perds de Donc, la valeur. donc c'est tellement lié à ma réputation et à la perception de mon travail que c'est aussi pour ça que j'ai un peu une obsession du contrôle. Voilà, mais ça veut pas dire que je me plante pas. Je peux me planter et je me suis déjà planté et j'admets que j'ai fait des erreurs, etc. Mais quand c'est d'autres qui font des erreurs parce que, enfin, ça devient plus compliqué, quoi. Ah, ouais, je sais pas. Après, c'est des questions qui commencent à se poser pour moi à partir de cette année, hein, de diversifier. Jusqu'à il y a un an, je me les posais pas du tout, et maintenant se pose un peu la question. Je pense que sur la forme, il y a peut-être quelque chose à faire sur m'aider à monter les vidéos, etc. Par contre, sur le fond, ça serait beaucoup plus dur. Et après, vraiment sur le diversifier sur les réseaux sociaux et tout, ça, j'ai pas trop de points de repère ou d'idées de l'intérêt que ça pourrait avoir, quoi. Mmh. J'arrête de te torturer avec cette question. Je t'en pose une autre et on va arriver bientôt au terme de l'interview. C'est quoi justement tes objectifs, pour toi et pour ta chaîne, à moyen terme? Les objectifs pour moi et ma chaîne. En fait, il y a un truc qui est assez compliqué, c'est que quand on a de l'esprit critique, qu'on vient du domaine scientifique et tout, c'est que on est sur des éléments très très complexes, et toutes ces questions de transition écologique, et même ça pose des questions que j'adresse pas trop derrière, qui sont des questions de consommation, des questions de quel est l'impact qu'on juge acceptable sur l'environnement, parce qu'on en aura toujours un. Et du coup, ça, c'est des questions que je creuse pas trop. Mais vraiment, quand on touche à des objets tellement compliqués et qui ont une influence politique, moi, je prends ça quand même assez au sérieux. Et je me pose beaucoup de questions sur mon utilité, sur est-ce que je fais des erreurs, est-ce que j'induis des mauvaises choses, est-ce que j'induis des mauvais mouvements. Donc, mon objectif à court et moyen terme, un peu depuis le début de la chaîne, c'est d'essayer de dire le moins de conneries possible, quoi. Et en fait, c'est pas parce que par rapport à ce qu'on disait sur d'autres façons de vulgariser l'environnement, ça me fait aussi très peur de voir certaines personnes qui s'imaginent être toujours du bon côté parce qu'ils défendent l'environnement, et de voir certaines choses qu'ils préconisent ou certaines solutions, et de voir une absence de remise en question, quoi. Et donc, du coup, je reste très prudent par rapport à voilà, ce que je raconte, à l'importance réelle que j'ai au fait que je puisse me planter, et je fais très attention à ça. Et après, j'ai encore plein de sujets à traiter. Donc, euh, j'ai pas assez une âme d'entrepreneur. Moi, ça sera pas je veux 1 million demain sur TikTok. Ça sera de continuer de traiter ces sujets le mieux possible, et d'essayer d'apporter des éléments pertinents dans le débat public. J'essaie de comprendre un peu les discussions qu'il y a dans les gens chez les personnes qui s'intéressent aux enjeux énergie-climat, et j'essaie d'apporter mes billes là-dedans, quoi. Et après, pour la chaîne, ce qui serait bien, c'est que si j'arrive à faire augmenter les revenus, de pouvoir un peu plus faire travailler les gens. Je fais déjà pour quelques trucs, genre la vignette, c'est un gars qui me l'a fait, et clairement, c'est mieux que quand je le faisais moi sur PowerPoint. On va pas se le cacher. Donc, j'essaye de faire travailler un peu les gens. Mais après, se pose aussi un problème de modèle économique derrière. C'est que le financement participatif, ça me permet largement de me faire manger moi, et je vis correctement. Et du coup, je peux continuer à faire ça longtemps. Mais si je veux diversifier, si je veux avoir des gens qui m'aident à monter, si je veux avoir des gens éventuellement qui m'aident à écrire, ou si j'imagine un jour faire un truc sur LinkedIn, faut que je dégage plus de revenus. Et dans ce cas-là, je fais comment? Parce qu'en fait, une partie du truc qui fait que j'ai du financement participatif, c'est aussi que j'ai pas de sponsor. C'est aussi que ça me permet de rester en dehors des influences, quoi. Et si demain je commence à avoir des sponsors, comment ça sera perçu par cette communauté, quoi? Je peux peut-être leur expliquer hein, que c'est une façon de monter en échelle, etc. Mais c'est compliqué sur des sujets politiques, je pense, de grossir, parce que toutes les sources de revenus ne seront pas perçues comme ne seront pas appréciées, quoi. J'ai eu des choix à faire, hein. Quand je parlais des déchets nucléaires, j'aurais pu être financé par l'Andra. Je pense que j'aurais pu, qui a pour mission, c'est du public, qui a pour mission de gérer les déchets et d'informer le public à ce sujet. Donc, ça aurait été un financement neutre quelque part. Mais j'ai refusé pour des questions de perception, parce que si je dis voilà, c'est financé par l'Andra, tous les anti-nucléaires qui sont de leur délire, le super lobby et tout, qui mettent l'Andra avec le reste du panier, ils vont se dire je regarde pas parce que c'est l'Andra. Alors que si c'est pas financé, que c'est mon propre travail de recherche, ils peuvent toujours se dire ouais, en vrai t'es payé, gna gna, et ne pas regarder, mais ils ont quand même moins d'excuses faciles, et ils seront peut-être obligés de regarder les éléments plutôt que de facilement jeter le truc par la fenêtre parce que ça leur plaît pas. Donc, c'est vraiment des problèmes de perception qui sont liés au modèle économique, qui sont liés
à potentiellement comment dire, à un développement potentiel de la chaîne. Puis après, j'ai pas une grosse passion pour ça aussi, il faut pas se le cacher, hein. Je regarde assez peu mes analytiques. On m'a toujours dit fais plus court, fais plus imagé. J'ai jamais trop écouté. Je passe assez peu de temps sur les réseaux sociaux, j'y lis, mais c'est plus une source de dépression les réseaux sociaux que d'influence. Et du coup, ouais, j'ai pas vraiment l'âme d'un optimisateur et d'un growth hacker, etc., quoi. C'est plus, je suis plus en retrait par rapport à tout ça. Et puis, je fais du travail de long terme aussi. Je fais du travail, je fais une vidéo tous les mois et demi. Je fais pas d'actualité. Bon, ça va, C'est, moi j'avais réussi à te contacter sur Twitter. ouais, bon, J'avais cherché un canal de contact, mais faut pas le dire à tout le monde parce que je vais me faire spammer. Mais sur les canaux privés, je suis assez réactif. Mais après, je publie peu sur ouais. Twitter où je pose des questions ou des trucs qui m'intéressent. Mais ouais, Non, mais c'est voilà, t'as ta niche, ta façon de travailler, tu recherches avant tout le qualitatif. Moi, je trouve que ta réponse, elle est super intéressante et ça se démarque beaucoup de l'environnement dans lequel moi, en tant que petit créateur de contenu, j'évolue actuellement, qui est une création de contenu typiquement orientée business. Et là, on est sur une création de contenu orientée vers du qualitatif, vers un autre modèle économique. Et je trouve que ta réponse, elle est super qualitative et très intéressante. Euh, Mais après j'entends aussi les critiques et je pense qu'il y a des développements qui seraient malins et faut voir si faut- j'arriverai à les faire. Ouais, après tu peux trouver aussi des gens qui sont bienveillants et qui seraient prêts à te conseiller pour faire un projet qui te convient et qui te ressemble. Je pense qu'il y a des gens très bien. Bah, en diffusant l'épisode en faisant de la pub et en diffusant l'épisode sur LinkedIn, j'espère que des personnes écouteront et seront intéressées pour conseiller Rodolphe dans la scalabilité, mais toujours dans un environnement de projet qui lui convient et d'être dans l'ultra qualitatif sur ce sujet qui est extrêmement important. Il y avait vraiment un sujet que je voulais qu'on aborde. On va essayer de le traiter rapidement, high level. De toute façon, il n'y a pas besoin de. C'est comment tu t'organises aujourd'hui. Donc, c'est ton activité principale. On a compris quelle était ta source de revenus. Quelle est aujourd'hui ta méthodologie de travail? Tu m'as dit que tu produisais à peu près une vidéo par mois. Comment tu t'organises? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as mis tu es ingénieur et docteur, donc est-ce que tu as mis un process en place et c'est quelque chose qui est hyper structuré? Comment tu travailles sur ton mois, justement, pour une production d'une vidéo? Alors, ouais, je dois être un peu en dessous d'une vidéo par mois, mais elles sont longues quand même. Donc, en minutes par mois, je dois pas être loin de mes collègues vulgarisateurs, je pense. Alors, comment je travaille? Euh, alors, une fois que j'ai mon sujet, ça pourrait être une autre question, comment je le trouve. Une fois que j'ai un sujet, je vais commencer à me documenter dessus. Alors maintenant, de plus en plus, j'arrive pas tout nu dans des sujets. En général, je les ai croisés à droite à gauche, donc j'arrive avec quelques idées dessus, qui peuvent être des préjugés d'ailleurs. Dans un premier temps, je vais très très vite débroussailler, donc je vais faire quelques recherches sur le web, sur le sujet. Pour ça, mine de rien, Wikipédia en anglais est une bonne porte d'entrée, parce que ça permet souvent d'avoir un premier aperçu, et ça permet aussi de trouver certains documents. Et plus important, ça permet de s'emparer rapidement d'un lexique d'un sujet, parce que quand on va dans la littérature scientifique, académique ou dans la littérature grise, l'Agence internationale de l'énergie, etc., c'est quand même souvent des termes qui dépendent d'un champ, quoi. Et donc, une fois qu'on a ces termes, on peut aller sur, par exemple, Google Scholar pour les articles scientifiques et chercher des trucs un peu plus poussés. Donc ça, dans un premier temps, je vais lire des rapports scientifiques, je vais lire des articles scientifiques. D'abord, attentivement parce que je dois m'emparer du sujet, donc je lis bien les introductions, etc. Et puis au fur et à mesure que j'accumule du bagage, je vais les lire un peu plus succinctement en allant directement à ce qui m'intéresse, voire en faisant du contrôle F dans des rapports de 300-400 pages. Et donc Et là, comment tu organises ta prise de notes par rapport à tout ça? Juste une question. Tu stockes tout dans ta tête ou t'as un système de prise de notes je stocke pas mal dans ma tête, mais en général, je m'ouvre aussi une page sur un drive, quoi, juste un document de texte, et je note au fur et à mesure des trucs qui me paraissent importants. Je mets mes sources de côté avec une description rapide pour aller retrouver. Euh, et après, voilà, j'essaye vraiment d'aller au bout du sujet et j'arrête de me chercher un peu quand j'ai répondu à mes propres questions, quoi, aux questions qui me paraissaient pertinentes. Et après, bon, il y a toujours un choix, voilà, de quelle est l'angle que je vais prendre, comment je vais l'organiser, qu'est-ce que je vais présenter ou pas.
et j'essaye d'avoir un peu, d'avoir une vidéo qui va répondre aux différentes interrogations. Ou alors si c'est trop long et que j'en laisse en suspens, j'essaye vraiment de baliser en disant bah voilà, ça on n'aura pas le temps de l'aborder, mais vous pouvez avoir cette source, ou alors ouais, renvoyer. Et puis il y a des sujets où je vais aller plus en profondeur dessus parce que je pense que c'est important, et ça dépend de beaucoup de choses. Ça va dépendre de est-ce que c'est important sur le sujet, est-ce qu'il y a c'est une question sur laquelle il y a beaucoup de préjugés ou de fausses informations, des fois c'est même plus facile au final de traiter un sujet que personne ne connaît parce qu'il n'y a pas à adresser les fausses informations qui sont là, ou les problèmes de préjugés. Et donc j'ai une espèce de premier jet qui peut être assez long à écrire. C'est pas facile, surtout que c'est assez long chez moi. Donc après il peut y avoir des problèmes en cours d'écriture où c'est pas bien agencé, donc il faut que je réagence correctement. Et ça aide un petit peu. Maintenant j'écris en section. En fait, vu que YouTube permet de mettre des time codes et de découper la vidéo en sections, j'essaie de réfléchir un peu ça pour mes scripts. Je pense que mes vidéos, si vous voulez une section en particulier, vous pouvez la regarder et comprendre. Et du coup, si sur la voiture électrique, vous voulez juste la durée de vie de la batterie, ben vous pouvez juste regarder cette section et ça se comprend indépendamment de la vidéo. Et donc de réfléchir en section comme ça me permet d'organiser un peu le script. Et après, si j'ai des modifications à faire, c'est aussi assez facile à réarranger. Bon, évidemment, il y a toutes les liaisons à refaire, etc. Et des rappels éventuellement, mais ça facilite un peu le travail. Donc, une fois que j'ai ce gros premier jet, il y a un truc en vrai qui prend rase de temps, mais c'est une habitude que j'ai pris en tant que chercheur, quoi, docteur, c'est que j'essaye de faire relire par des gens, soit des personnes qui connaissent pas très bien le sujet, pour avoir un peu la vision du béotien, enfin de l'homme de la rue, comme on dirait dans les brevets, de la personne qui connaît pas le sujet. Voilà, est-ce qu'il y a des endroits qui sont genre imbitables? Et puis j'essaye aussi d'avoir des experts ou des gens qui ont déjà vulgarisé, enfin des gens qui connaissent un peu, qui travaillent dedans, qui font de la recherche, si c'est possible, ou qui travaillent dans l'industrie, ou qui ont déjà vulgarisé ce sujet, pour qu'ils me disent voilà, est-ce qu'il y a des erreurs, est-ce qu'il y a des choses que j'ai ratées, est-ce qu'il y a des choses que j'ai trop simplifiées. Alors, c'est pas vraiment une revue par les pairs parce que c'est moi qui tranche au final. S'ils me disent ça va pas, je peux très bien dire si, ta gueule, et mettre la vidéo quand même. C'est moi l'éditeur final, donc il y a un peu de tricherie, mais c'est quand même une étape en plus qui, à mon avis, joue quand même pas mal sur le fait d'éviter des erreurs ou des approximations, qui les empêche pas tous. Et s'il y en a, c'est ma responsabilité, c'est pas les relecteurs, évidemment. Mais par contre, ça peut arriver sur des scripts un peu compliqués, qu'on me pose des questions, qu'on mette des commentaires, qu'on me demande des recherches en plus, et que ça me prenne genre une semaine de travail entier à reprendre un script. Mais les scripts chez moi, ils font 20 pages, mais ça peut arriver, ça. Ouais. Et les gens sont assez réactifs dans la façon dans leur réponse, dans leurs commentaires. Ça dépend. Hein. Vraiment, ça dépend. Il y a des relecteurs qui vont être extrêmement réactifs. Il y en a d'autres qui vont mettre une semaine, 10 jours. Et en général, ce qui se passe, c'est que j'en ai un peu plus que ce que j'ai besoin. Et si ça traîne trop, c'est pas grave. Je comprends que les gens soient très occupés. C'est arrivé que sur des scripts, je sois hésitant, que je sois gêné, que je chante pas trop le sujet et que j'ai pas assez de relecture et que je prolonge ça, quoi. En fait, c'est l'avantage que j'ai, comme je me fixe pas de calendrier. En fait, moi j'ai un problème. Mon problème, quelque part, c'est que cette phase d'écriture, de relecture, etc., elle va être assez variable d'un sujet à l'autre, parce qu'il y a des sujets plus ou moins compliqués, parce qu'il y a des sujets que je vais plus ou moins saisir rapidement, parce qu'il y a des sujets que je connais plus ou moins à l'avance. Quand j'arrive sur un sujet que je connais pas du tout, ça n'a vraiment rien d'évident et je dois commencer de zéro, quoi. Et donc, j'ai pas de calendrier, j'ai pas d'impératif sur les dates. Alors, je me mets une pression énorme parce que je suis payé pour faire des vidéos. Donc, quand ça fait longtemps, je suis pas très bien s'il y a une vidéo qui traîne pendant les plombes. Mais n'empêche que même si je fais pas de vidéo pendant 2 mois parce que j'ai déménagé, mettons, en fait, je reçois assez peu de gens de ma communauté qui me disent oh, ça fait longtemps. Je pense qu'ils se rendent compte qu'il y a du travail et qu'ils préfèrent que si je galère pendant 2 semaines, que je galère 2 semaines de plus, que de leur sortir un truc moins crédible, quoi. Et après, c'est compliqué aussi de savoir où s'arrêter parce que c'est jamais parfait. On continue toujours de se poser des questions, nanana. Donc, c'est un calcul à faire. Et pour l'instant, je pense que j'ai un petit biais qui est que plus ça va et plus je fais long. Et il y a un moment, il faudrait que je me dise, voilà, ça c'est le max. Non, j'exagère. Maintenant, il faut vraiment que je me cale. Il faut que je vise 3/4 d'heure. Il faut que ce soit moins d'1 heure. Je pense qu'on va essayer de faire ça. J'ai eu quelques abus dans le passé. C'est normalement ce que je me fixe, 50 minutes par épisode, et là on est complètement à côté de la plaque, on est à 1h10. Mais... Ouais, mais tous les podcasts que j'ai fait, j'explose leur record en général. C'est moi qui suis là. Bon, bah écoute, voilà, moi je pense qu'on a fait le tour des questions que je voulais te poser.
J'ai trouvé ça super intéressant. On a évidemment survolé la première partie sur le réchauffement climatique, mais on a bien compris ce qui te motivait dans la création de ta chaîne. On a abordé aussi euh, la façon dont tu as envie et comment tu as réussi à organiser tout ça. La partie production juste à la fin. Donc voilà, moi je trouve que c'était un super épisode. Est-ce que, en mot pour la fin, je demande toujours aux invités, mais tu as répondu partiellement tout au long de l'épisode. Qu'est-ce qui te fait encore te lever le matin? Qu'est-ce qui te motive vraiment au saut du lit pour continuer d'avancer, justement? Alors, qu'est-ce qui me fait continuer à avancer? Alors déjà, ça va être les retours des personnes qui apprécient mon travail, ça va être les retours des personnes un peu expertes qui trouvent que je parle bien de leur sujet d'expertise, qui est quand même un truc assez ouf quand on y pense. Ça va être le fait que je suis quand même rémunéré par une partie de ma communauté pour ça, qui est une chance assez incroyable. Et finalement, même si je parle de sujets qui sont pas hyper joyeux, des sujets un peu compliqués, même si je potasse la littérature scientifique, etc., je suis quand même payé à me former en continu et à continuer d'apprendre des trucs sur des sujets intéressants, quoi. Alors, il y a des parties un peu rébarbatives, et peut-être que c'est la partie un peu montage, etc., qui me passionne le moins, donc il faudra que j'essaye de me séparer. Mais vraiment, apprendre des choses, ça m'intéresse et je suis payé par une communauté pour le faire. Donc, c'est une chance que peu de personnes ont. Et donc, ça, ouais, j'ai vraiment du bol. Et voilà. Et après, la plupart comment dire, des désagréments de ce métier, moi, ça m'affecte assez peu. Par exemple, il y a des gens qui supportent pas de travailler seul parce que honnêtement, c'est un métier qui est quand même très solitaire. Moi, ça me va de travailler devant mon ordi, d'échanger en vocal et de pouvoir lire toute la journée, prendre le temps d'aller au fond des études. Même par rapport à un journaliste, j'ai une chance qui est incroyable, qui est de pouvoir prendre le temps d'aller au bout des choses et de me dire, je sors ce sujet parce que je pense que je l'ai compris. Ça ne veut pas dire que je l'ai compris, mais je pense que je l'ai compris. Alors que si j'étais journaliste, je sors le sujet au bout de 2 semaines et je fais avec ce que je peux dans ce temps-là et j'aurais pas du tout le même rapport à mon travail dans ce cas-là. Je pense que j'aimerais pas du tout le faire. Donc vraiment, ce qui me motive, c'est évidemment le retour des gens, les interactions avec la communauté, même si Internet, il y a des personnes désagréables. Et ce qui me motive aussi, c'est de pouvoir être payé à mieux comprendre ces enjeux qui m'intéressent personnellement et qui m'inquiètent aussi, quoi. C'est pas pour rien que je fais ça. Mais Donc, tu le rends bien aux gens, tu le rends bien à la communauté en l'expliquant. Et je te poserai pas la question sur pourquoi les sujets sont. Si tu estimes qu'ils sont bien ou pas bien traités par les journalistes, je pense qu'on n'aurait pas le temps de répondre. Ça bah, serait un on peu peut long. répondre très, très rapidement. Je pense qu'ils sont pas assez en longueur et pas assez bien en contenu, mais enfin, c'est un problème plus profond de formation et je pense que le problème est un peu des deux côtés. Il n'y a pas assez de journalistes qui se forment à ces enjeux particuliers pour pouvoir les traiter. Et d'ailleurs, ils se rendent même pas souvent compte, je pense, qu'il faut une compréhension technique assez poussée pour pouvoir les traiter. Et de l'autre côté, il n'y a pas non plus assez d'efforts du côté, je pense, de la communauté scientifique pour aller dans cette direction. En fait, il nous manque des vulgarisateurs scientifiques qui ont une formation technique sur ces enjeux. Ça existe un petit peu. Il y a des formations. Je crois qu'il y a un master de journalisme qui est dédié justement à la question du changement climatique. Et après, on ne peut pas demander non plus à tous les scientifiques de faire ça parce que, mine de rien, vulgariser comme ça, c'est s'exposer au public. Et s'exposer au public, il y a quelques désagréments. Donc, on ne peut pas demander à tout le monde d'être à l'aise, à demander à tout le monde de supporter la critique ou les insultes sur Internet. Et donc, je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais n'empêche que j'ai l'impression qu'il y a un peu le wagon qui se sépare du reste du train, le wagon étant la recherche et le reste du train la société, dans le sens où on a toutes ces connaissances qu'on ne rend pas assez à la société. Et le journalisme traditionnel a du mal à remplir ce rôle parce qu'il leur manque une compréhension technique qui leur fait rater d'ailleurs, je pense, l'importance de la question. Et après, les politiques, je pense que c'est parce que le public en a pas encore assez conscience, qu'il n'y a pas assez de demandes. S'il y avait plus de pression là-dessus, il le ferait un peu plus. Donc clairement, moi j'aimerais bien qu'il y ait plus de vulgarisateurs comme moi, ce qui pose derrière la question de est-ce qu'il pourrait y avoir un modèle économique pour nous tous ou est-ce qu'il y aurait de la prédation sur, sur du financement participatif qui ne serait pas infini. Mais en tout cas, d'un point de vue purement utilité sociale, il y a largement la place et il manque beaucoup de gens pour moi, comme moi, pardon. Et même, je ne peux pas couvrir le climat, l'agriculture, l'énergie, la biodiversité. D'ailleurs, je ne couvre pas tout ça, hein. Je pourrais facilement me cloner 4 fois et encore avoir du travail sur 10 ans avec le rythme et le nombre de sujets que j'ai à traiter, quoi.
Donc, il y a clairement un manque. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point qui est un peu plus compliqué, c'est il y a un autre problème dans ce milieu de l'information, c'est qu'il y a de la merde et que la merde, elle n'est pas sanctionnée, quoi. On a non seulement il y a de la désinformation qui est produite, mais on a un espèce de rapport hyper sympa envers cette désinformation. Moi, je ne comprends pas que quelqu'un puisse être invité à la télé, dire objectivement de la merde et être réinvité à la télé, quoi. Enfin, si, je comprends parce que c'est des logiques d'audimat, parce que ça fait des vues, etc. Mais il y a une forme de complaisance. Voilà. Complète, ouais. Et, Voire de et ça, soutien. c'est un problème. Certes, il n'y a pas assez de bonne information, mais il y a aussi beaucoup de mauvaise. Et alors moi, j'ai quelques idées sur comment vulgariser parce que c'est ce que je fais. Après, on peut dire que je le fais mal, c'est pas un problème. Mais par contre, je saurais moins dire comment assainir l'information sur ces enjeux. Mais clairement, ça faciliterait aussi. Et ça, c'est encore tout un autre débat. Mais ouais, on a une complaisance envers la désinformation qui est assez folle. Et ça dépend des sujets. Je pense que sur le climat, c'est quand même beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Mais sur des questions comme l'énergie, comme le nucléaire... l'agriculture. Moi, je trouve ou l'agriculture. Je cherche un invité exprès pour parler un peu de ça, parce que je pense que c'est un sujet complètement désinformé. De l'agribashing, ouais. Et là, on est à un niveau où des candidats à la présidentielle disent objectivement des choses fausses. Et je trouve que d'un point de vue même strictement démocratique, c'est grave, en fait. Et ce qu'on ne comprend pas, nous, en tant que scientifiques, je dirais, c'est pourquoi les journalistes n'opposent pas... il y en a certains qui le font, mais quand un invité raconte objectivement n'importe quoi, et ça en fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, mais bon, faut suivre les personnes qui en parlent. Mais pourquoi le journaliste, objectivement, à chaud, ne dit pas, attendez, là, vous dites n'importe quoi. Enfin, il y a quelques journalistes qui le font. Je pense que c'est pas évident. Pas évident. Même moi, en fait, si on me propose des débats, j'ai tendance à refuser. Parce que, en fait, on a l'impression que genre ma vidéo, elle est pondue comme ça, mais c'est des dizaines et dizaines d'heures de travail et j'ai pas tous les éléments en tête. Et en fait, je pense que c'est pas pour rien si la construction des connaissances scientifiques, c'est un débat à l'écrit, en différé. Ça s'est jamais fait à l'oral, en live. Donc, contredire en live, ça veut dire d'avoir l'information en tête et en être certain au moment où elle est donnée en face. Donc, ça va si tu es Internet, mais si tu es une personne, c'est compliqué, quoi. Ou alors, il faut vraiment que tu saches que le débat est sur un truc qui est restreint, quoi. Et ce qui fait que les témoignages, les débats en live, ça a quand même une valeur qui est limitée par rapport à l'écrit, qui permet de se poser, de réfléchir et de faire des débats au long terme, quoi. Ok. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Rodolphe, je te remercie beaucoup pour ta participation et je souhaite merci de m'avoir invité. de futurs positifs pour ta chaîne. Allez, merci Rodolphe. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, de me laisser un commentaire à contact@systemcells.fr. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous souhaitez être invité dans le podcast. N'hésitez pas, franchement, c'est ouvert à tout le monde. Il suffit d'être ingénieur. Surtout, partagez le podcast autour de vous. À bientôt.